Bienvenue dans cette exploration des sources. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important, la formation des soignants en soins intensifs. C'est un environnement extrêmement exigeant. Oui, c'est clair. Les patients sont souvent dans un état critique, beaucoup de problèmes en même temps, il faut décider vite. Eh bien, exactement. Et une des sources qu'on a regardées, celle de Bolling, souligne un tout en plus. Le départ à la retraite des soignants expérimentés. Ça met une pression supplémentaire sur la formation des plus jeunes. Hmm. Alors la question, c'est comment on fait pour que les équipes soient super bien préparées, mais sans jamais mettre les patients en danger pendant la formation. C'est là qu'intervient la simulation. C'est une approche qui se développe de plus en plus. Oui, et plus particulièrement, on va se pencher sur la simulation dite haute fidélité. L'ASHF. Pour ça, on a regardé pas mal de choses. Des revues de littérature, comme celle de Bolling, justement, des méta-analyses, vous savez, ces études qui compilent plein d'autres études, comme celle de Kim ou Lockey, et aussi des recherches plus spécifiques, sur le terrain, kiné en pédiatrie, Massot, avec des étudiants, et d'autres travaux comme Benhamou, Hong et Landau qui donnent le contexte. Voilà. Et notre but aujourd'hui, c'est d'analyser un peu tout ça. Qu'est-ce que la science dit vraiment de l'efficacité de cet SHF? Est-ce que ça améliore vraiment les connaissances, la confiance des soignants et surtout, cette idée qu'on a tous un peu intuitivement, plus c'est réaliste, mieux c'est. Est-ce que c'est si vrai que ça? On va essayer de décortiquer un peu. Effectivement, peut-être qu'on pourrait commencer par bien définir ce que c'est, cette simulation haute fidélité. Oui, bonne idée. Alors, plusieurs de nos sources, Bolling, Elandu, Heng, la décrivent comme une méthode qui utilise des mannequins, mais attention, des mannequins très très sophistiqués. C'est pas juste des poupées en plastique, quoi. Ah non, pas du tout. Ils respirent, ils ont un pouls qu'on peut sentir, leurs pupilles réagissent à la lumière, parfois ils peuvent même parler via un opérateur, et surtout, leur état change en fonction de ce que font les soignants. Si on leur donne un médicament simulé, par exemple, leurs constantes vitales vont réagir. D'accord. Et tout ça dans un décor réaliste. Oui, souvent ça se passe dans une pièce qui ressemble à s'y méprendre à une vraie chambre de soins intensifs ou un bloc avec tout le matériel habituel. Il faut aussi voir, comme le rappellent Ingres, Elandou, Kim, Benhamou, que la simulation, c'est tout un éventail. Ça va de la basse fidélité, genre un bras pour apprendre à piquer, Ok. à la moyenne fidélité, avec des mannequins un peu plus interactifs. Il y a aussi les patients standardisés, des acteurs formés en fait. Ah oui. Et puis la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui arrive de plus en plus. La SHF, elle, se situe vraiment en haut de l'échelle, en termes de réalisme physique, de complexité physiologique qu'on peut simuler. Et on la trouve où principalement, cette SHF? Dans quel service? Logiquement, là où les situations critiques sont soit fréquentes, soit très graves, et où il faut réagir vite. Les sources citent bien sûr les soins intensifs, la réanimation, Logique. mais aussi l'anesthésie, la médecine d'urgence, la traumatologie, la chirurgie et même l'obstétrique pour gérer les accouchements compliqués, les hémorragies. C'est vraiment fait pour s'entraîner au scénario à haut risque. D'accord. Alors, venons-en aux bénéfices. Pourquoi on l'utilise de plus en plus? Qu'est-ce qui ressort des études comme argument fort? Alors, un des points les plus solides, c'est l'impact sur les connaissances et encore plus sur la confiance des participants. La revue de Bolling, par exemple, elle a regardé 17 études Oui. et toutes montraient une amélioration des connaissances après une formation SHF. Toutes. Et pour la confiance en soi, sur les 13 études qui la mesuraient, tout aussi ont trouvé une amélioration, c'est quand même assez net. Ah oui, c'est très constant comme résultat. Et une étude spécifique, celle de Kane en soins intensifs pédiatriques, a même montré que cette amélioration, connaissance, gestes techniques, et même le sentiment d'être à l'aise face à une réanimation, eh bien, elle était encore là un an après la formation. Un an après quand même. C'est impressionnant, surtout pour la confiance. Mais comment on explique ça? Qu'est-ce qui, dans la méthode SHF, marche si bien pour l'apprentissage et ce sentiment de compétence? Il y a plusieurs choses. Ouais. D'abord, on peut s'entraîner, répéter, sur des scénarios complexes, des trucs parfois rares en vrai, mais qu'il faut maîtriser. Ensuite, et ça, quasiment toutes les sources insistaient dessus, Kane, Aliondou, Benhamou, Kim, c'est le débriefing. Le débriefing d'ISCOC. Oui, la discussion structurée après la simulation. C'est un moment clé. L'équipe, les formateurs, on analyse ensemble ce qui s'est passé, les points forts, les points faibles, comment on a pris les décisions, comment on a communiqué. Le tout sans jugement, hein, c'est purement pédagogique. C'est là que l'apprentissage se fixe vraiment.
D'accord, ça permet de réfléchir sur l'action. Exactement. Comme le dit Borling, ça permet de lier la théorie, vue en cours, et la pratique concrète, d'appliquer les protocoles dans une situation qui bouge, qui est réaliste. Et l'expérience? On parlait des soignants expérimentés qui partent. Est-ce que la SCHF aide à combler ce manque? C'est un argument qu'on entend souvent, oui, Bolling le note. La simulation permettrait d'acquérir plus vite une certaine expérience, surtout pour des gestes ou des situations qu'on ne voit pas tous les jours. Et là où ça devient intéressant, Oui, hein? c'est que certaines recherches, mentionnées par Bolling ou Elandu, suggèrent que pour apprendre certaines choses très spécifiques, la simulation pourrait être plus efficace que l'expérience clinique réelle. Plus efficace que le réel. Comment c'est possible ça? Parce que la simulation permet ce qu'on appelle la pratique délibérée. C'est-à-dire qu'on peut choisir une compétence précise, la travailler encore et avoir un retour immédiat et structuré. Ce qui n'est pas toujours le cas dans le feu de l'action à l'hôpital. Ah oui, je vois. C'est plus ciblé. Voilà. Et en plus, ça garantit qu'on va être exposé à des scénarios critiques rares. Un soignant peut très bien faire toute sa carrière sans en voir certains. D'ailleurs, des travaux cités par Bolling suggèrent que c'est particulièrement utile pour les novices, ceux qui débutent, et c'est un avantage énorme, pouvoir s'entraîner à gérer l'imprévu, la complication rare mais gravissime, l'urgence vitale. Bolling, Kine, Benamou en parlent tous. Et le point fondamental, c'est que tout ça se fait en toute sécurité pour le patient. Pas de risque? Zéro risque. L'erreur est possible, elle est même vue comme une occasion d'apprendre, sans aucune conséquence pour un vrai patient. Ça, toutes les sources le disent. On parle beaucoup des gestes techniques, savoir faire une intubation, un massage cardiaque, mais est-ce que ça s'arrête là? Non, et c'est un autre gros avantage de la SHF, souvent mis en avant par Ung, Elendu, Benamou, Loquet. Elle est super efficace pour travailler les compétences dites non techniques. Les compétences non techniques, c'est-à-dire? C'est tout ce qui est communication dans l'équipe, comment on se répartit les rôles, qui prend le leadership en cas de crise, est-ce qu'on a une bonne vision de ce qui se passe autour, la conscience de la situation, comment on prend des décisions sous pression, comment on gère le stress. On appelle ça souvent le CRM, Crisis Resource Management. La gestion des ressources en situation de crise. Exactement. Et ces compétences-là, elles sont au moins aussi importantes que la technique pure pour la sécurité des patients. Et là aussi, j'imagine que le débriefing est clé pour analyser tout ça. Absolument. Le débriefing, c'est vraiment le moment où on peut revenir sur comment l'équipe a fonctionné, est-ce que les ordres étaient clairs, est-ce qu'il y a eu des tensions, comment on les a gérées. Kane, Benamou et Lando insistent beaucoup là-dessus. Bon, le tableau semble quand même très positif jusqu'ici. Mais l'idée reçue, c'est souvent plus c'est réaliste, mieux c'est. Est-ce que la recherche confirme ça? Est-ce que la haute fidélité est systématiquement meilleure que des méthodes moins high-tech? Eh bien, c'est là que ça devient plus nuancé. L'intuition dit oui, mais les preuves sont mitigées. Il y a une revue systématique assez récente de Loquet et son équipe, Oui. qui a comparé spécifiquement haute et basse fidélité pour former au travail en équipe. Et leurs conclusions sont un peu surprenantes. Ils ont trouvé peu de preuves que la haute fidélité était meilleure que la basse fidélité pour améliorer les connaissances ou les compétences de travail en équipe. Pas de différence significative. Ah, quand même. Donc, plus de réalisme ne veut pas forcément dire meilleure collaboration en équipe. C'est ce que cette revue suggère. Et une autre méta-analyse, celle de Kim, sur la formation des infirmières, ajoute encore une couche de complexité. Elle a comparé différents niveaux de simulation. Bon, globalement, la haute fidélité, la moyenne fidélité et les patients standardisés faisaient mieux que la basse fidélité. Ok, ça semble logique. Oui, mais, et c'est là le point important, l'efficacité dépendait du type de compétences qu'on voulait développer. La SHF était la meilleure pour les connaissances, le côté cognitif, et pour la confiance, l'attitude, le côté affectif. Par contre, pour les gestes purs, le psychomoteur, la moyenne fidélité et les patients standardisés semblaient un petit peu plus efficaces. Donc ce n'est pas une échelle simple où plus égale mieux. Le niveau de réalisme idéal dépendrait de ce qu'on veut enseigner. Exactement, ce n'est pas proportionnel. Et il y a un autre point qui est potentiellement un peu inquiétant, qui vient d'une étude allemande par Massot. Ah oui, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont formé des étudiants en médecine à la réanimation avancée. Un groupe avec SHF, l'autre avec basse fidélité. Et les résultats sont assez déroutants. Le groupe SHF n'a pas eu de meilleurs résultats au test de connaissances théoriques. Et pire, sur l'évaluation vidéo de certains gestes pratiques, ils ont fait moins bien que le groupe basse fidélité. Moins bien. Mais alors? Mais le plus troublant, c'est que ces mêmes étudiants du groupe SHF se sentaient beaucoup plus confiants après la formation. Ils avaient l'impression d'avoir mieux appris. Ils surestimaient leurs capacités réelles. Ça, c'est un paradoxe, hein. Plus confiant, mais en fait, moins bon sur certains points.
Ça pose question. Absolument. Ça soulève le problème délicat de la surconfiance. La confiance, c'est bien, c'est même essentiel. Mais il faut qu'elle soit alignée avec la compétence réelle. Plusieurs sources, Ballmain, qui cite Toffil, et l'étude de Massot elle-même, alertent sur ce décalage possible. La SHF augmente la confiance, ça c'est sûr, mais pas toujours la compétence dans la même mesure. Et Massaud suggère même que ça pourrait être dangereux, hein. Oui, que cette surconfiance induite par la SHF pourrait être délétère en situation réelle. D'ailleurs, la revue de Loki notait aussi que les participants disaient ressentir plus de stress pendant la simulation haute fidélité, même s'ils étaient plus satisfaits à la fin. Est-ce que ça pourrait dépendre du niveau des apprenants? Peut-être que la haute fidélité, c'est mieux pour des gens déjà un peu expérimentés et moins pour des débutants qui seraient soit dépassés, soit justement développeraient cette fausse confiance. C'est une hypothèse qui est discutée, oui. Notamment dans l'article de Massot, il cite Aligné. Il suggère que pour des apprenants moins expérimentés, comme leurs étudiants, un niveau de fidélité plus basique serait peut-être plus bénéfique, au moins au début. Trop de réalisme d'un coup, ça peut impressionner ou, comme on l'a vu, donner une confiance un peu trompeuse. Le choix du niveau de fidélité devrait peut-être s'adapter au parcours de l'apprenant. Bon, au-delà de ces questions pédagogiques sur le bon réalisme, il y a aussi des aspects très pratiques, j'imagine, hein. Des défis concrets à l'utilisation de la SHF. Ah oui, tout à fait. Le premier, et il est gros, c'est le coût. C'est cher, la simulation haute fidélité. Benhamou, Hung, Elendou, Massot, tous le disent. Il y a l'achat des mannequins eux-mêmes, qui sont des bijoux de technologie. Leur maintenance aussi, c'est pas négligeable, hein. Il faut les entretenir? Oui, il faut aussi les locaux adaptés, qui ressemblent à de vraies salles de soins. Et surtout, il y a le coût du personnel. Il faut des techniciens pour faire marcher les simulateurs. Et, point hyper important, des formateurs qui soient spécifiquement formés. Pas juste des médecins ou des infirmiers, mais des gens formés à l'animation des scénarios et surtout, à mener les débriefings efficacement. Tout ça, ça fait un budget conséquent. Ce qui pose la question de la rentabilité du coup. Est-ce que ça vaut le coup cet investissement? C'est la grande question. Bolling et Benhamou en parlent. Benhamou cite une étude qui avait montré un intérêt économique pour une formation à la pose de cathéters centraux par simulation parce que ça réduisait les infections, qui coûtent cher. Mais, comme le note Loquet dans sa revue, il manque cruellement d'études économiques solides qui comparent vraiment la haute fidélité à des options moins chères, comme la basse fidélité, pour différentes formations. On ne sait pas toujours si le surcoût de la SHF est justifié par un gain pédagogique ou clinique qui soit proportionnel. Autre défi possible, même avec le mannequin le plus réaliste du monde, est-ce qu'on arrive vraiment à copier la réalité à 100%? Non. C'est une limite. Hung et Elando le rappellent. Même la simulation la plus immersive, ça ne reproduira jamais complètement la complexité infinie, le stress émotionnel, l'imprévu d'une vraie situation clinique avec un vrai patient, sa famille autour. Il y a toujours une part d'artificiel. Et du coup, est-ce que ce qu'on apprend sur le mannequin, on arrive bien à le refaire au lit du malade, le transfert des compétences C'est une préoccupation majeure, oui, Hélène Du le souligne. Beaucoup d'études mesurent comment les gens performent pendant la simulation, mais c'est plus rare qu'elles regardent l'impact sur la pratique clinique réelle, au quotidien. C'est plus difficile à mesurer aussi. Et pour que ce transfert se fasse bien, on en revient à la qualité des formateurs. Animer une séance, gérer la technique, et surtout mener un débriefing constructif, bienveillant, ça demande des compétences pédagogiques vraiment spécifiques. Hung et Hélène Du insistent là-dessus, il faut former les formateurs. Et ça, c'est encore du temps et de l'argent. Dernier point peut-être, l'évaluation. Comment on mesure si ça a marché, si les participants ont vraiment progressé? C'est un défi permanent. Hung et Hélène Du listent différentes méthodes. Il y a les échos, les examens cliniques objectifs et structurés, c'est des évaluations standardisées dans des stations de simulation. Il y a l'observation directe pendant la simu, avec des grilles, des checklists, ou des modèles plus larges comme celui de Kirkpatrick, qui regarde l'impact à différents niveaux. Satisfaction, apprentissage, changement de comportement et idéalement, résultats pour les patients. Mais c'est complexe à mettre en place, j'imagine. Oui, développer des outils d'évaluation qui soient fiables et valides, c'est-à-dire qui mesurent vraiment ce qu'on veut mesurer, ça demande beaucoup de travail et d'expertise. Ok. On a vu beaucoup de choses grâce à toutes ces sources. Si on devait essayer de résumer, de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient comme grande idée? La grande idée, je dirais, c'est que la simulation haute fidélité, c'est clairement un outil pédagogique puissant, surtout dans les domaines à haut risque, comme les soins intensifs. C'est bien prouvé que ça améliore les connaissances et, très nettement, la confiance des soignants. Et le fait de pouvoir s'entraîner en toute sécurité sur des scénarios compliqués ou rares,
C'est un avantage énorme. Mais il y a un mais. Oui, il y a un mais important. L'idée un peu simpliste, même si elle est séduisante, que plus c'est réaliste, mieux c'est, eh bien, elle ne tient pas vraiment la route face aux données. Les preuves qu'elle est systématiquement meilleure que des méthodes moins chères, basse ou moyenne fidélité, acteurs sont au mieux nuancés. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut enseigner. Le savoir-faire technique ou le savoir-être en équipe, comme le suggère l'étude de Kim, et le risque de surconfiance. Et surtout, oui, ce risque de créer une surconfiance, une confiance qui n'est pas basée sur une compétence réelle, c'est un point vraiment critique à surveiller. L'étude de Massot l'a bien montré. Donc, le choix ne devrait pas être automatique. Bon, on prend la technologie la plus chère, la plus impressionnante. Probablement pas. Idéalement, le choix de la méthode de simulation devrait partir d'une analyse fine. Quels sont nos objectifs pédagogiques précis? Quel est le niveau d'expérience des gens qu'on forme? Et bien sûr, quelles sont nos ressources, notre budget? La haute fidélité n'est pas la solution miracle à tout. Ce qui nous amène à une dernière pensée, peut-être une piste pour l'avenir. Si la course au réalisme maximum n'est pas forcément la meilleure stratégie, et vu que la SAJUF coûte cher, est-ce que l'enjeu ne serait pas plutôt de viser le réalisme optimal? Intéressant. Comment on pourrait définir pour chaque besoin de formation le juste niveau de fidélité? Ni trop, ni trop peu. Celui qui maximise l'apprentissage, le transfert vers la pratique, tout en restant économiquement raisonnable. Sortir un peu de l'opposition binaire haute contre basse pour penser en termes de juste fidélité adaptée à chaque situation. C'est peut-être une question clé pour continuer à améliorer la formation de nos soignants.